Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo concernant l'épreuve de culture générale et on va voir cette fois-ci comment analyser un texte littéraire, c'est-à-dire à quoi faire attention, comment reconnaître son genre, etc. C'est parti. Alors, l'épreuve comporte des textes de différentes formes et chaque extrait de texte est présenté avec ce qu'on appelle un paratexte, c'est-à-dire des éléments accompagnant le texte et donnant des indications tant sur l'auteur, la date de rédaction qui est importante parce que est-ce qu'on parle d'un texte contemporain ou pas, c'est évidemment pas la même approche, et puis le titre de l'œuvre complète puisqu'il s'agit évidemment d'un extrait. Sous cette forme-là, que vous voyez à l'écran, il s'agit d'un extrait de La Terre à la Lune de Jules Verne. Donc on connaît le nom de l'auteur. Alors là, il est connu, donc bon, c'est pas toujours le cas. Alors, ils sont toujours connus, mais tout le monde ne les connaît pas forcément. Bon, en ce qui concerne Jules Verne, ça ramène à l'enfance, donc on s'en souvient généralement. Le titre de l'œuvre, c'est De la Terre à la Lune, donc on comprend qu'il s'agit d'une œuvre de science-fiction, surtout lorsqu'on voit la date à laquelle l'ouvrage est paru, 1865. On était loin d'avoir mis le pied sur la Lune, puisque c'est 1968. Il permet donc de situer historiquement le texte comme ce que je viens de vous montrer, qui était le paratexte du sujet 2023 de Polynésie. Alors, la seconde étape, c'est d'identifier le genre du texte, ce qui n'est pas toujours évident, parfois ça l'est, parfois ça l'est moins. Il existe 5 grands genres de textes qui possèdent chacun des sous-genres, bien sûr, donc on ne va pas tout voir, mais les 5 grands genres de textes sont le narratif, le poétique, l'épistolaire, le théâtral et l'argumentatif. Alors, le genre narratif, il se rapporte des faits soit réels, soit fictifs, et il y a toujours un narrateur qui n'est pas forcément l'auteur, mais dans la plupart des cas, un personnage ou un narrateur étranger à l'histoire, c'est-à-dire que ce narrateur vous raconte l'histoire sans en étant acteur de cette histoire. Il est simplement là pour narrer l'histoire. Alors, effectivement, on a tendance à toujours penser qu'il s'agit là de l'auteur, mais pas forcément, ça peut être un narrateur, point. On distingue de nombreux sous-genres, donc comme on l'a dit, dans le genre narratif, donc la biographie, l'autobiographie, qui relate des faits réels. La biographie, relate les faits vécus par un personnage, en principe, évidemment, soit historique, politique, en tout cas connu, ou d'ailleurs un artiste. Et l'autobiographie, c'est la même chose, sauf que c'est écrit directement par le personnage en question. La nouvelle, qui est un récit fictif mais court, le conte, récit donc fictif pour le coup, mais qui fait appel à l'imaginaire et au fantastique. Donc évidemment, les contes de Perrault sont les plus célèbres, mais il y a également Andersen, les frères Grimm, etc. Les chroniques, ce qui est un fait réel rapporté en respectant une chronologie des faits. Donc il y a des chroniques sur des tas de thèmes différents. Et au passage, on enlèvera le S à chronique ici, qui n'a pas lieu d'être le cas particulier du roman. C'est un genre ultra représenté dans la littérature, bien sûr. Il possède des sous-genres, comme le reste, segmentés eux-mêmes en sous-catégories, parmi lesquels on peut citer le roman comique, par exemple le journal de Bridget Jones, de Helen Fielding, le roman romantique, Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Donc le livre a fait parler de lui dernièrement avec le mouvement wokiste aux États-Unis, puisqu'il a été accusé d'avoir des relents racistes. Alors que je pense que tout simplement Autant n'emporte le vent ne fait que décrire une époque où effectivement la population afro-américaine
avait un statut un peu, il faut bien l'avouer, particulier aux États-Unis. Le roman satirique, donc La ferme des animaux par exemple, de George Orwell, le roman libertin, tout ce qu'a pu écrire par exemple le Marquis de Sade, le roman philosophique, par exemple L'Alchimiste de Paolo Coelho, la science-fiction comme 1984 de George Orwell, encore lui, et puis le roman d'aventure, donc évidemment Alexandre Dumas qui en a fait sa spécialité, par exemple dans le conte de Monte Cristo. Le genre poétique, alors, est souvent celui que l'on peut reconnaître le plus facilement parce qu'il est très souvent écrit en vers, c'est-à-dire que ça rime, on a un nombre de pieds qui est respecté, mais pas toujours. Il peut également utiliser la prose, c'est-à-dire le langage courant. Alors, il n'a pas vocation à raconter une histoire, mais plutôt à faire apparaître une émotion au lecteur en créant des images à l'aide des mots, du rythme justement, des pieds par exemple, et puis des rimes, que l'on trouve en fin de phrases, puis des sonorités particulières. Donc on l'a dit, il est souvent écrit en vers, mais également en prose. Et comme pour le narratif, on peut y voir à l'intérieur plusieurs sous-genres, le lyrique, dont les thèmes se rapprochent de l'amour, de la nature, la satire, qui est une critique de la société et des hommes en général, l'épique, qui relate des faits historiques, en exagérant très souvent les choses, bien sûr, et puis didactique, qui véhicule un savoir religieux, philosophique, scientifique, etc. Il n'y a pas évidemment de limite. Le genre épistolaire, alors là c'est particulier, les récits ne sont pas rapportés par un narrateur, mais directement par les personnages eux-mêmes, au travers d'une correspondance écrite, donc ce sont des lettres en fait. Ce principe apporte une sensation de réel au lecteur, puisqu'il est spectateur de faits qui normalement relèvent de l'intime, c'est-à-dire un courrier n'est pas envoyé évidemment à plusieurs personnes, en principe il est envoyé à une autre personne, à un destinataire qui évidemment est censé être le seul à lire l'écrit. Donc le roman, un des romans les plus célèbres concernant l'épistolaire, c'est Les liaisons dangereuses de Laclos, qui a d'ailleurs généré 2 adaptations cinématographiques éponymes, Les liaisons dangereuses. Le genre théâtral, texte dialogué, ayant pour vocation d'être représenté sur une scène par des acteurs. On distingue donc des sous-genres également dans le genre théâtral, le drame, donc l'action présentée est douloureuse, voire violente, mais éloignée de la notion de destin fatal rencontré dans la tragédie qu'on va voir ensuite. C'est un drame qui ne finit pas forcément mal. Par exemple, la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. La tragédie, justement, le destin du ou des personnages est vu comme une fatalité. Roméo et Juliette de Shakespeare en est un exemple parfait. La comédie, mettant en scène des personnages modestes, à contrario de la tragédie où on a plutôt des personnes de haut rang qui font partie de l'intrigue, les comédies ont vocation à divertir et ne finissent généralement pas mal, comme par exemple l'ensemble du théâtre de Molière. Enfin, le genre argumentatif. Ce texte défend une idée, ou une personne d'ailleurs. On dénombre plusieurs sous-genres, parmi lesquels le pamphlet, donc c'est un écrit satirique, comme par exemple Napoléon le Petit de Victor Hugo. Alors il ne s'agissait pas de Napoléon Bonaparte, mais du suivant, Napoléon III. L'essai, écrit portant sur un sujet dont l'auteur expose son avis en liberté, comme par exemple Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, qui est considéré comme le départ du féminisme, en France en tout cas. Le manifeste, écrit exposant les idées ou les intentions d'un groupe, artiste, politique, collectif, comme par exemple l'ouvrage de André Breton, Le manifeste du surréalisme. Le surréalisme étant un mouvement artistique au niveau des peintres.
Ensuite, une fois qu'on a identifié le genre du texte, c'est la situation énoncée qui va nous intéresser, donc il faut se poser plusieurs questions, dont les réponses permettront de mieux comprendre ce qui est dit dans le texte. Qui parle ? Et ça peut être très différent suivant les genres littéraires. Dans un roman, c'est le narrateur, personnage ou non, simple narrateur. Au théâtre, ce sont les personnages qui s'expriment à tour de rôle. C'est plus facile d'identifier qui parle. Et puis l'auteur lui-même, dans une autobiographie, par exemple. Ensuite, on doit identifier les champs lexicaux. Donc, un champ lexical, c'est un ensemble de mots se rapportant à un même thème, ou à plusieurs thèmes d'ailleurs. Par exemple, le champ lexical de la folie, on va utiliser les mots psychiatre, démence, déraison, insensé, inconscience, obsession, etc. Tous ces mots se rapportent au champ lexical de la folie. Donc, leur identification va permettre de mieux appréhender le sens du texte et l'idée qui est véhiculée à l'intérieur. On va essayer de voir si les mots utilisés ont une connotation péjorative, c'est-à-dire plutôt négative, ou au contraire méliorative, c'est-à-dire plutôt positive. Ensuite, on peut identifier le registre de langage, donc soit il est familier, soit il est courant, soit il est soutenu. Donc le langage familier, c'est celui qu'on utilise à la machine à café entre collègues le matin. Et puis, on va par exemple dire, j'ai garé ma bagnole à côté de la baraque à frites en bas. Voilà. On ne cherche pas à avoir un lexique très développé. Le langage courant, c'est un langage utilisé notamment dans le monde professionnel pour des situations formelles, comme des réunions par exemple. Et puis également dans la communication, notamment écrite interne et externe de l'entreprise, puisqu'on véhicule au travers de cette communication son image. Et par exemple, on dira « J'ai garé mon véhicule à proximité de l'entreprise de restauration en bas de l'immeuble » plutôt que l'exemple précédent. Et puis enfin, le registre de langage soutenu, c'est le plus travaillé, qui est utilisé bien évidemment dans la littérature classique et dans les discours et interventions publiques. Alors même si le discours politique a beaucoup baissé depuis quelques années, en principe, il devrait être dans un registre de langage soutenu, par exemple la voiture reflétée de mille étincelles, comme semblant produite par une ribambelle de soleils écarlates et attendait là, à 2 pas d'une échoppe, garnie d'une population dense qui proposait des mets de consommation courante et qui était située au pied de l'immeuble. Donc voilà 3 phrases qui disent la même chose, mais dans 3 registres de langage différents, familiers, courants ou soutenus. Alors voilà pour les grands points à prendre en compte pour l'étude d'un texte littéraire. Et maintenant, on va faire un petit exercice. Alors je vous conseille de mettre sur pause pour avoir le temps de lire les extraits, et puis tout de suite après, vous appuyez sur pause, à nouveau sur pause, et puis ça va lire ensuite, de façon à entendre la correction. Donc premier texte dont il faut reconnaître le genre, c'est Montesquieu, les lettres persanes. Voilà, je mets sur pause et on se retrouve une fois que vous avez lu le texte. Alors, les lettres persanes. En quoi consiste l'essence de la religion ? Je vois ici. Alors déjà, on voit que la lettre est numérotée. Elle a été écrite. Elle est de Usbek à Redi. Elle a été rédigée à Venise. Et on voit que l'auteur parle de la religion. Et il donne un point de vue assez précis de ce qu'il en pense. Eh bien, nous sommes là dans un texte argumentatif, mais également, et c'est là où parfois c'est compliqué, c'est un texte à visée épistolaire, puisqu'il s'agit là bien d'un courrier. Donc nous avons un double genre pour cet extrait, épistolaire et argumentatif. Lettres persanes. Second texte, Molière, le médecin volant. Donc, hop, le voilà. Je vous laisse appuyer sur pause et on se retrouve ensuite. Donc, c'est un extrait d'une pièce. Molière a exclusivement écrit des pièces de théâtre. C'est la scène 12.
avec deux, pas, j'allais dire acteurs, mais non, deux personnages, Sganarelle et Gorgibus. Et donc on a un échange verbal qui est retranscrit dans cet extrait. Nous sommes là, sans le moindre doute, dans le genre théâtral. C'est pas bien compliqué, on va voir que parfois ça peut l'être. Troisième extrait, Victor Hugo, Les Misérables. Je vous laisse appuyer sur pause. Alors, Les Misérables, ici, vous voyez qu'on a une double présentation de la narration. Du moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. Donc là, nous sommes dans une pure narration. Donc on a un narrateur qui explique ce qui se passe dans la scène. Ensuite, on a un dialogue, ou plutôt une parole de Gavroche, puisqu'il est seul à ce moment-là, hein, donc il se parle à lui-même, et qui est retranscrit. Et ensuite, on a en fait une chanson qui est assez connue, la chanson de Gavroche. Et tout ça, eh bien, se trouve quand même dans un texte de genre narratif, puisqu'évidemment, Les Misérables de Victor Hugo sont une œuvre narrative. Et donc parfois, évidemment, ça peut ressembler un peu à du théâtre, comme c'est le cas là, mais à une différence près, c'est qu'au théâtre, il peut y avoir des éléments qui décrivent la scène en dehors des dialogues, mais elle est destinée aux metteurs en scène et aux acteurs également, pour jouer au mieux la scène, mais en aucun cas c'est écrit comme ça l'est là, hein. Puisque là, ici, on voit bien que c'est une narration qui commence, puis après, on entend ce que dit Gavroche, et puis, tout simplement, il chante lui-même la chanson qu'on voit apparaître ensuite. Quatrième texte, Pierre Chordelos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Donc, je vous laisse analyser ce texte en appuyant sur pause. Donc, c'est pas difficile, d'autant plus qu'on a évoqué la chose précédemment. Il s'agit bien d'une lettre et l'ensemble des liaisons dangereuses porte sur un échange de lettres entre les deux personnages, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Donc ici, nous sommes tout à fait dans le genre épistolaire pour les liaisons dangereuses. Les martyrs de François-René de Chateaubriand, donc même exercice. Alors voilà, ici c'est beaucoup plus compliqué parce que ce texte est de genre poétique, mais il est écrit en prose et donc c'est plus complexe d'aller l'identifier. Alors on le voit en analysant comment résonnent les phrases, même si elles ne riment pas, on voit bien que ça n'est pas écrit comme un texte narratif aurait pu l'être. En prononçant ces paroles, le martyr se dépouille de son manteau, il en couvre Cymodocée afin de mieux dérober aux yeux des spectateurs les charmes de la fille d'Homère. Lorsqu'elle sera traînée sur l'arène par le tigre, Eudore craignait qu'une mort aussi chaste ne fût souillée par l'ombre d'une pensée impure, même dans les autres, etc. On est bien dans une structure poétique où l'auteur a cherché à faire résonner les phrases d'une certaine manière, où l'on voit que l'on cherche à faire naître une émotion et non pas véhiculer une idée. Vous voyez, le véritable amour jusqu'au tombeau. Bon, c'est vraiment... on est là dans le lyrisme le plus complet. Voilà pour cet exercice et la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.